Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette ambiance un peu plus tamisée que d'habitude. C'est parce qu'on a des images, des belles images de galaxies à vous montrer, donc c'était plus pratique de faire ça dans le noir. Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce dernier séminaire sandwich de la saison, de cette saison. Aujourd'hui, on accueille Vincent Pelgrims. Alors, c'est un ancien de l'UMONS, mais qui travaille actuellement, qui est en postdoc à l'ULB. Et il va nous parler, j'ai besoin de mon petit post-it, tomographie du milieu interstellaire magnétisé. Si j'ai bien compris, ça fait référence au champ magnétique des galaxies et plus particulièrement de la Voie lactée en ce qui nous concerne, à une cartographie 3D de cela. Mais je vais te laisser en parler, tu en parleras bien mieux que moi. Tu vas, je suppose, nous expliquer ce que c'est et à quoi ça sert. Donc voilà. Bon appétit à tous et bon séminaire. Ouais. Bien. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez correctement. Avant de commencer, j'aimerais remercier Evelyne et Gwendoline pour l'invitation à venir parler de moi, ou un petit peu de mes recherches plutôt, et de leur motivation. Voilà, donc je vais effectivement vous parler de tomographie du milieu interstellaire magnétisé et parler des motivations, du contexte au sens large et la façon dont on peut vraiment faire cette tomographie, donc cette cartographie, on va dire, en 3 dimensions du champ magnétique de notre galaxie. Alors, comme vous le savez sans doute, nous vivons sur Terre, qui est en orbite autour du Soleil. Le Soleil, c'est une étoile parmi 200, voire 400 milliards d'étoiles qui forment notre galaxie, la Voie lactée. Alors, dans la galaxie, il n'y a pas que des étoiles, il n'y a pas que des planètes, il y a aussi du gaz, de la poussière, des rayons cosmiques, vraiment un tas de choses. Et il y a aussi un champ magnétique qui baigne, ou bien la galaxie baigne dans un champ magnétique, ou le champ magnétique fait partie de la galaxie, si vous voulez. Et lorsqu'on, en tant qu'astrophysicien ou astronome, on aimerait regarder... on aimerait regarder l'univers, étudier les étoiles, les galaxies externes, ou même regarder la première lumière de l'univers qui est le rayonnement de fond diffus, donc le CMB, eh bien, nous sommes bien forcés de tenir compte du fait que nous vivons dans notre galaxie et que partout où on regarde, notre regard va traverser une certaine portion de la galaxie et il va y avoir de la contamination. On parle d'avant-plan, catastrophe. On parle, j'ai du mal avec le beat, machin là. On parle d'avant-plan. L'avant-plan a toute la lumière qui va passer, nous provenir de l'univers, des galaxies, mais dans l'univers, il n'y a pas que des photons qui propagent, il y a aussi des particules. Vous savez sans doute qu'il y a des protons, de l'hélium, jusqu'au fer qui voyagent dans l'univers, ce qu'on appelle des rayons cosmiques qui peuvent parfois atteindre des énergies très 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 hautes, de l'ordre de 10 exposés en 18 électronvolts. Eh bien, ces particules, elles sont électriquement chargées. Alors, qu'est-ce qui leur arrive lorsqu'elles vont passer à travers le champ magnétique? Eh bien, elles vont dévier. Ce qui veut dire que si on veut étudier ces particules, ou découvrir d'où elles nous viennent, en fait, qui sont les sources de ces particules de très très haute énergie, eh bien, on doit tenir en compte le fait qu'elles ont été déviées par le champ magnétique de notre galaxie. Okay. Alors, je vais vous parler un petit peu de ces rayons cosmiques d'ultra haute énergie, justement. Ici, nous avons à gauche le spectre en fonction de l'énergie, donc le flux, si on veut, qu'on peut mesurer sur Terre. Alors ici, on a les particules dont je vais vous parler, ce sont les particules avec les énergies dans le range de 10 exposés en 18 à 10 exposés en 21. Okay, ce sont des énergies vraiment hallucinantes. Avec le LHC à Genève, ils arrivent à recréer des énergies en laboratoire à 10 exposés en 14, grosso modo. Donc on a des énergies, on a des particules qui nous viennent de l'univers qui ont des énergies environ 1 million de fois supérieures à celles que nous sommes capables de créer. Le souci avec ces particules, c'est qu'elles sont très rares. Pour les particules avec une énergie de 10 exposés en 19, il y en a environ une par an, par kilomètre carré, qui arrivent sur Terre. Donc si on veut les étudier, les observer, on aimerait en avoir plein. Et donc la seule façon de faire, c'est de construire un très très grand détecteur. Et un de ces détecteurs, le plus grand détecteur au monde, pour détecter ces particules de haute énergie,
c'est l'observatoire Pierre-Auger, qui est ici représenté. Donc, cet observatoire s'étend sur une surface de 3000 km², donc c'est 70 km sur 70 km. Hein, si on mettait ça en Belgique, ça recouvrait Gand, Anvers, Bruxelles. Voilà. Mais vu qu'on ne pouvait pas le construire en Belgique, pour une raison assez évidente, la collaboration internationale Pierre-Auger a construit ce détecteur sur un plateau en Argentine à 1400 mètres d'altitude. Ce que vous voyez, tous les points, ce sont des citernes d'eau, des tanks je crois 3 mètres cubes remplis d'eau. Et les particules secondaires qui viennent, donc les rayons cosmiques d'ultra haute énergie qui arrivent dans l'atmosphère terrestre et qui vont créer toute une cascade de particules secondaires. Et ces particules secondaires, quand elles vont traverser dans les citernes, les tanks d'eau, ils vont créer la lumière Cherenkov, que vous avez sans doute vue quelque part dans votre vie. Et c'est cette lumière Cherenkov qui est détectée par les tanks. Aussi, l'observatoire Pierre-Auger, il y a un détecteur, la partie fluorescente, c'est-à-dire qu'il y a des télescopes sensibles à la lumière ultraviolette qui regardent toute cette grande surface au-dessus du détecteur de surface et qui mesure la lumière qui est générée lors de ces cascades de particules secondaires. Hein. Et il y a aussi maintenant des antennes radio sur chacun des tanks. C'est un observatoire absolument gigantesque et qui fonctionne maintenant depuis un petit peu plus de 20 ans, ce qui fait qu'on a pu acquérir un ensemble de données assez époustouflant. Hein, mesuré, vous faites 3000 km² fois 20 ans et vous multipliez par le flux et ça vous donne une idée du nombre de particules qui ont été mesurées. Et quelques résultats notables de Pierre-Auger, par exemple, c'est la découverte, donc si on retourne au spectre, donc c'est à peu près une loi de puissance, hein, ça décroît, avec quelques features en anglais, comme le genou, et puis il y a je ne sais plus comment on appelle, the ankle, et puis il y a quelque chose de nouveau qui se passe ici et qui est une réelle découverte par l'observatoire Pierre-Auger. On a une nouvelle pattern. Ok, désolé, mais j'ai l'habitude de parler en anglais pour voilà. C'était complètement nouveau. Les gens s'attendaient à ce que ça continue de manière assez plate ici. Ok. Bon, on a découvert cette nouvelle caractéristique qui nous reste à comprendre. Mais encore plus intéressant, c'est qu'avec toutes les données collectées et le fait qu'on a différentes façons d'observer les mêmes événements, les mêmes particules, si on veut, eh bien, on arrive à savoir quelle est la nature des particules primaires, si c'était un proton ou si c'était un atome d'hélium ou jusqu'au fer. Et ceux qui se sont rendus compte, alors je vous montre des plots, mais je ne les explique pas trop, c'est qu'au plus on monte en énergie, au plus les particules primaires qui arrivent donc dans l'atmosphère, eh bien elles ont tendance à être massives, ou avoir plus de charge électromagnétique. Et ça, c'est montré ici. Donc ça, on a les mesures réellement par l'observatoire Pierre-Auger. Ça, ce serait le Xmax, c'est la hauteur, je n'ai pas expliqué, c'est la hauteur ici, là où la cascade de particules secondaires est la plus large dans l'atmosphère avant de s'atténuer, c'est Xmax, et ça dépend. C'est une variable qui dépend de la nature électromagnétique de la particule primaire. Donc là, on a la prédiction si c'était juste un proton. Là, on a la prédiction si c'était juste des noyaux de fer. Et on voit vraiment que les données, elles nous montrent que à basse énergie, 10 exposés en 18 électronvolts, on a principalement des protons. Et au plus on monte en énergie, au plus les éléments primaires sont des noyaux de fer. Voilà, ce sont des observations que les théoriciens devront expliquer. Autre résultat notable de Pierre-Auger, peut-être, c'est la carte. Vraiment, ils ont collecté tellement de données qu'ils sont capables de construire une carte du flux. C'est-à-dire, pour chaque direction du ciel, ici en coordonnées galactiques, de dire combien de particules
à telle énergie, on a reçu. Voilà, donc on construit une carte de densité comme celle-ci. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a vraiment une anisotropie à grande échelle. Il y a un dipôle. C'est-à-dire que par ici, on a reçu plus de particules que par là où c'est foncé. Le trou là, c'est pas parce qu'il y avait des extraterrestres, c'est juste parce que l'observatoire est aveugle de cette région du ciel. Okay, juste parce qu'il y a la Terre derrière lui. Okay. Donc, on a cette anisotropie à grande échelle pour les éléments d'assez haute énergie. Et le fait que la direction du dipôle soit en fait, je ne sais plus, c'est presque 100 degrés plus ailleurs que le noyau de notre galaxie, cet observable-là, plus d'autres, en fait, nous montre que ces rayons cosmiques d'ultra haute énergie, ils sont d'origine extragalactique. Ils n'ont pas été produits dans notre galaxie, ils sont produits ailleurs. On ne sait toujours pas où. Aussi, quelques observations, c'est que l'amplitude de ce dipôle dépend avec l'énergie. Donc au plus on monte en énergie, au plus la différence relative entre le maximum et le minimum va être élevée. Ça, c'est juste des données. Il y a 20 ans, on ne s'attendait pas du tout à ça. Enfin, j'étais encore un bébé avant. Voilà. Maintenant, on aimerait bien, évidemment, en savoir plus sur ces particules avec des énergies ultra hautes. On ne sait toujours pas d'où elles viennent. On ne sait pas trop quel genre de mécanisme réellement produit ces particules de très très haute énergie. Il faut pouvoir les accélérer à la vitesse vraiment proche de celle de la lumière. Et aussi quelque chose qui n'est pas évident et auquel il faut sans doute tenir compte pour répondre à ces questions, c'est quel est le rôle du champ magnétique dans notre galaxie. Parce qu'ils vont être déviés, les rayons cosmiques, ils vont être déviés, ils vont passer plus de temps dans la galaxie, qui est quand même un endroit où il y a plus de densité de matière et autres. Donc ils vont avoir plus de chances de perdre de l'énergie, de se transformer ou donner naissance à d'autres particules. Et donc tout ça, toutes ces observations, ce truc-là, le dipôle, peut-être que le champ magnétique de notre galaxie, il y est pour quelque chose. Mais exactement quoi ? Eh bien, pour pouvoir répondre à cette question, il faut connaître le champ magnétique de notre galaxie en 3 dimensions. Pour pouvoir faire ce qu'on appelle le backtracking, donc on prend les particules telles qu'on les a observées sur Terre et on les propage, on les fait remonter le temps, et après on peut essayer de savoir ce qui leur est arrivé et aussi peut-être pointer vers leur source, des noyaux actifs de galaxies par exemple ou autres. Alors, ça, c'est une première motivation pour obtenir une carte 3D du champ magnétique de notre galaxie. La deuxième n'a rien à voir avec les astroparticules, mais c'est plutôt avec la cosmologie. Je vous parlais tout à l'heure avec ce sketch où on voit l'évolution de l'univers. On a le Big Bang, et puis quelques 380 000 ans après le Big Bang, l'univers était s'était refroidi suffisamment pour que la densité soit suffisamment faible et que les photons puissent propager. Et ça, c'est les premiers photons, c'est les photons du rayonnement de fond diffus, le CMB en anglais. Et l'étude de ce CMB, dans les 10, 20, peut-être 30 dernières années, ça a été une vraie révolution en cosmologie. Ça nous pourrait permettre de faire une très bonne prédiction du modèle de lambda CDM. Et il reste certaines choses à connaître, à savoir, et ces choses-là, elles sont cachées dans la polarisation du CMB. Donc la lumière est polarisée, et il se fait qu'il y a, donc la polarisation, vous voyez peut-être pas très bien sur le slide, mais ici on a encore une fois une carte en coordonnées galactiques. Il y a des couleurs qui donnent l'intensité de la polarisation, et puis il y a des petites lignes, vous voyez peut-être mieux sur les écrans derrière, qui représentent vraiment le vecteur de polarisation. Okay, et toutes ces patterns, elles peuvent être décomposées en ce qu'on appelle un mode E et un mode B, donc avec divergence et sans divergence. Okay. Et il se trouve que tout ce qui s'est passé pendant la période inflation qui a suivi vraiment le Big Bang, il y a eu une expansion exponentielle de l'espace-temps. Il y a eu forcément des propagations d'ondes gravitationnelles, et ces ondes gravitationnelles
donne ces modes B ici, dans la polarisation du CMB. D'accord ? Donc, si on arrivait à observer ou à mesurer ces modes B dans la polarisation du CMB, ça serait une preuve directe, ou une preuve directe qui viendrait valider l'hypothèse de cette inflation primordiale qui, pour le moment, n'a toujours pas été validée. Alors, quel est le statut ? Eh bien, cette carte de polarisation, on peut l'étudier de différentes façons. Et comme je venais de le dire, on peut créer, à partir de ça, on peut la décomposer en mode E et en mode B. Et ce que je vous montre ici, c'est le spectre angulaire des modes B. Donc, en fonction de la taille angulaire, on va mesurer les fluctuations. Donc ça, c'est le spectre angulaire en fonction du coup de la distance angulaire. Et ici, on a des prédictions. Les lignes pleines sont les prédictions de différents modèles, si on veut, différents modèles d'inflation. Et on voit que le signal, il est très faible. Et puis, on a des données par différentes expériences, donc, notamment BICEP, qui a cru voir détecter les modes B en 2014, le satellite Planck, puis d'autres. Et ce qu'on a, c'est qu'on a tous des limites supérieures. Les données, on n'est pas assez, les expériences sont pas assez sensibles que pour vraiment arriver à dire, on a mesuré les modes B à tel voilà, avec une telle amplitude. Et un des problèmes, et une des raisons, il y a plusieurs raisons pour lesquelles arriver à mesurer les modes B est difficile. La première, c'est que ces modes B sont extrêmement faibles, d'accord, prédits par la théorie, c'est très faible. Donc il faut déjà avoir de très bons détecteurs, avoir, vous savez, tout ça. Mais alors, un autre problème, c'est que il n'y a pas que les ondes gravitationnelles primordiales qui créent des modes B. Il y a aussi tout ce qui se passe le long, pendant pas la trajectoire, mais le temps que les photons voyagent dans l'univers et jusqu'à ce qu'ils nous viennent. Les patterns de polarisation sont un petit peu déformés par un phénomène qu'on appelle les ondes gravitationnelles. L'espace-temps il courbe par les structures à grande échelle. Donc ça va venir ajouter des petites déformations. Et il y a aussi un facteur le plus important qui est que, dans notre galaxie, il y a de la poussière, il y a des rayons cosmiques de 10 gigaélectronvolts qui voyagent, et ça produit, et à cause du champ magnétique, ça produit des émissions galactiques qui sont polarisées et qui viennent vraiment contaminer les mesures cosmologiques, parce que l'émission est beaucoup plus brillante que la polarisation du CMB. Et ça, c'est montré ici, où on voit la RMS du signal, des émissions. Ici, l'émission synchrotron, qui est produite par les électrons relativistes qui spiralent le long des lignes de champ magnétique, en fonction de la fréquence. Et on a aussi des grains de poussière qui sont asphériques et qui ont tendance à être en rotation sur eux-mêmes, aussi alignés avec le champ magnétique galactique. Et ça, ici, on voit. Et ici, en bleu, vous avez la prédiction de la polarisation du CMB. Ce qu'on voit, c'est que... Oh là là. Pardon. Ce qu'on voit, c'est que le CMB, il est toujours en dessous des émissions du synchrotron galactique ou de la poussière galactique. Et ça, c'est vrai à toutes les fréquences. C'est vrai aussi à toutes les échelles et partout sur le ciel. Il n'y a pas un seul endroit dans le ciel qui est suffisamment clair, on va dire, que pour qu'on puisse voir à travers et observer le CMB. Ici, on a la carte de polarisation de la poussière mesurée par Planck. Donc la couleur, ça nous donne l'intensité, le degré de polarisation de la poussière, toujours en coordonnées galactiques. Et si vous avez la chance d'être derrière, vous voyez sans doute la texture derrière qui nous montre en fait, qui nous informe sur le champ magnétique galactique projeté dans le plan du ciel. Et ici, pour revenir au spectre des modes B, donc on a les prédictions pour différents modèles d'inflation, différentes valeurs, différents facteurs R. On a la contribution
des lentilliages gravitationnels par les structures à grande échelle. Et puis vous voyez qu'il y a des grosses bandes qui en fait représentent notre connaissance ou notre capacité à décrire les émissions de la poussière en rouge et en vert, ou le synchrotron en orange là. Et ce que vous pouvez voir, c'est que on est environ 2 ordres de grandeur au-dessus du signal que l'on recherche. Okay. Alors, est-ce que c'est la fin Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que ça veut dire on n'arrivera jamais à mesurer les mots de B? Bien non, on espère que non. Il existe depuis, je vais dire 20 ans peut-être, ce qu'on appelle des méthodes de séparation de composantes qui vont profiter du fait qu'on mesure, on espère mesurer le CMB dans différentes bandes de fréquences. Okay. Et puis on peut dire, supposons que ici, on sait que à 353 GHz, on sait qu'on peut mesurer correctement la polarisation de la poussière. On va extrapoler la carte de poussière que l'on voit à 353 jusqu'à plus basse fréquence. Ça ne va pas changer. Hein. Et on fait la même chose pour le synchrotron. Vous mettez tout ça dans un algorithmique qui vous fait de l'algèbre, de l'analyse linéaire, etc. Et vous sortez une quantité de la polarisation du CMB. Bon, ça marchait très bien, jusqu'à ce qu'on réalise que en fait, ça ne marche pas du tout. Parce que ça suppose que les patterns de polarisation sont indépendants de la fréquence. Et ça peut marcher si on va supposer que le champ magnétique de la galaxie est uniforme, ou en tout cas il ne change pas le long des lignes de visée. Parce que je vous rappelle, ce qu'on mesure, ce sont des cartes, donc tout est intégré le long de la ligne de visée. Donc ça marche si le champ magnétique ne change pas, et aussi si les propriétés de la poussière ou du synchrotron ne changent pas le long de la ligne de visée. Sinon, vous allez avoir, par exemple, un nuage, comme c'est montré sur ce petit dessin, un nuage avec le champ magnétique qui pointe vers le haut, avec une certaine température, une certaine LCD, comme on dit, donc émission spectrale, distribution d'émission spectrale, qui nous dit quelle est l'émission qu'on a en fonction de la fréquence pour un certain objet. Okay. Donc, ça va émettre grosso modo de la polarisation comme ça, avec une certaine forme spectrale. Et puis on a un autre nuage avec différentes propriétés au niveau de température ou le type de poussière qu'il va y avoir dedans, mais aussi un champ magnétique qui est différent. Eh bien, à une fréquence, lorsque vous allez mesurer, vous mesurez la somme des deux. À une fréquence, il y en a un qui va dominer le signal, tandis qu'à l'autre fréquence, c'est l'autre qui va dominer le signal. Okay. Alors, en 2015, Tassis et Pavlidou ont dit à la communauté des CMB, coucou, il y a cet effet, il faudrait peut-être en tenir compte. Et tout le monde en dit, c'est sans doute en dessous du bruit. Ok. Et c'était comme ça jusqu'en 2021 où je suis arrivé avec mes gros sabots. Et en fait, ce signal, il est déjà observable dans les données de Planck, donc les données les plus actuelles, on va dire, en attendant le futur. Et si on regarde les cartes de Planck correctement, et qu'on sait dire peut-être que dans cette direction-là, cette ligne de visée, il n'y a qu'un nuage. Dans celle-là, il y en a peut-être deux. On a des évidences observationnelles ici qu'on avait tirées sur base d'autres observations complètement indépendantes. Donc on a pu vraiment distinguer des lignes de visée les unes des autres. Et puis une étude statistique nous montre que si on mesure la polarisation de la poussière, du coup, à 353 GHz ou bien à 217 GHz, on regarde l'angle de polarisation et on fait la différence entre les deux fréquences. Donc, s'il n'y a pas de bruit, s'il n'y a pas tout cet effet non mesurable, et s'il n'y a pas de CMB, etc., on va observer exactement la même chose. Et donc, c'est ce qu'on montre ici. Donc, on a deux échantillons. L'échantillon orange, c'est l'échantillon où on est quasi sûr, sur base d'autres observations, qu'on a au moins un nuage le long de la ligne de visée. Et l'échantillon bleu, c'est là où on est quasi sûr qu'il n'y a qu'un nuage. Okay. Et on fait l'histogramme de la différence d'angle. Donc là-dedans est pris en compte le bruit des données, le CMB, etc. Mais vous voyez qu'il y a une très très grosse différence de dispersion. Vraiment de dispersion, c'est la dispersion qui est importante. Ils sont normalisés. Okay.
Vous voyez la différence d'auteur, qui est proportionnelle à la différence de dispersion. Oui. Ici, c'est un gros effet en fait, qui est mesurable dans l'écart de Planck. Et ça, c'est pour montrer vraiment que cette découverte observationnelle était statistiquement robuste si on tient compte de toutes les sources de bruit, de toutes les systématiques dans le CMB, patati patata. Et on a toujours un signal qui est entre 2,5 sigma et 6 sigma. Donc c'était une évidence assez robuste, montrant que cet effet, il est non négligeable. Et que donc, si on veut aller vraiment plus loin et espérer pouvoir mesurer les modes B avec une grande confiance, eh bien, il va falloir vraiment tenir compte des aspects tridimensionnels. Et il y a d'autres effets qui sont dus, qui sont importants pour ce truc-là. Il y a des corrélations inattendues qui se passent dans les spectres de puissance et tout. Je vous passe les détails. Mais là où je veux en venir, c'est que les méthodes traditionnelles de séparation des composantes, en fait, ça marche pas. La simple extrapolation en fréquence, ça marche pas. Et donc, pour pouvoir arriver à le faire, il nous faut vraiment connaître le champ magnétique en 3 dimensions. Et plus compliqué que ça encore, il va nous falloir arriver à modéliser en 3 dimensions par nuage de poussière leur SED, donc la façon dont leur loi d'émission, si vous voulez. Voilà. Alors, la bonne question, c'est chouette, mais comment on fait? Comment est-ce qu'on acquiert une certaine connaissance et une compréhension du champ magnétique de notre galaxie et du milieu interstellaire magnétisé, en gros? Eh bien, comme je vous ai montré avant, on a certaines observations qui sont sensibles au champ magnétique de la galaxie, comme l'émission synchrotron, l'émission de la poussière. Il y a aussi la rotation Faraday. Donc, si on a une source extragalactique qui émet de la lumière polarisée, lorsque cette onde électromagnétique va passer à travers notre galaxie, parce qu'il y a un champ magnétique et aussi un milieu, un milieu ionisé, l'onde électromagnétique va vraiment subir une rotation, c'est ce qu'on appelle la rotation de Faraday, qui est très bien mesurée parce qu'on a plein d'observations d'objets extragalactiques. Donc c'est relativement bien connu. Donc on a des observables, chouette, des observables qui sont sensibles au champ magnétique de la galaxie en 3D. Et bien donc on peut espérer arriver à les modéliser, donc proposer des modèles tridimensionnels qui décrivent la structure à grande échelle du champ magnétique, de la distribution de matière, patati et patata, les intégrer et les comparer aux données. Et ça, c'est exactement le business que les gens font depuis 10, 20 ans, peut-être un peu plus, non? Bref, voilà. Et ici, on a un update récent par des collaborateurs, Unger et Farrar, où en fait, ils ont considéré la rotation de Faraday et seulement l'émission synchrotron. Hein. Ici, c'est les paramètres de Stokes, QEU. J'espère que vous savez de quoi je parle. Pardon. Et ici, c'est le résultat d'un de leurs best fit, donc un de leurs meilleurs modèles, qui essaye de reproduire les données ici, qui ont été masquées, c'est-à-dire on a retiré des pixels des cartes parce qu'on sait que les modèles ne seront juste pas capables de reproduire certaines features sur les cartes qui sont dues à des choses non implémentées dans le modèle. Mais ça marche plutôt bien. C'était aussi les premiers, donc Michael et Glenis, à proposer 9 modèles, enfin un ensemble de modèles différents, donc avec certaines variations, certains degrés de liberté différents, et à tous les comparer, à faire exactement le même processus de fit de manière systématique. Et ce qui a permis aussi, leur a permis de mettre de côté certains modèles qui sont complètement loufoques et dire ça ne marchera pas. Et ce qu'ils ont fait en plus dans leur article, c'est d'appliquer, de regarder quel est l'impact de leurs 9 différents modèles. Si on propage des rayons cosmiques, on fait du backtracking de rayons cosmiques dans ces... Il me reste combien de temps? Ah oui. Ok. Donc là, ce qu'ils ont fait, ce qui est montré sur cette carte, c'est ils ont supposé qu'on observe un rayon cosmique avec une certaine rigidité venant de telle direction.
et puis l'ont propagé dans le champ magnétique galactique. Et un modèle, on en voit un ici, un là, un là, un là. Un là. Alors, vous pouvez sans doute vous dire, c'est catastrophique. Et en fait, non, c'est pas catastrophique, c'est très très bien, parce que c'était pas du tout comme ça il y a 2 ans. Maintenant, on a vraiment différents modèles. En fait, la dispersion, la différence de scatter entre la prédiction des différents modèles est maintenant plus faible que la déflexion. Et c'était pas du tout le cas avant. C'était vraiment dramatique. C'est déjà mieux. Okay, oui, mais donc ça a l'air de marcher. Oui, mais on a toujours un gros problème avec cette façon de faire pour modéliser le champ magnétique, c'est que les observables, donc les contraintes pour contraindre le modèle, elles viennent sous forme de cartes 2 dimensions. Donc on perd complètement l'information sur la ligne de visée. Si on a un champ magnétique dans cette direction-là et celle-là, ou ça, on ne sait pas les distinguer. C'est juste une illustration. Mais on en est au point où si on prend une coupe dans le plan galactique, ici les couleurs, vous en faites pas de tous les points, la couleur montre le champ magnétique galactique qui tourne dans le sens horloger ou anti-horloger, ou l'inverse. Et ça, c'est pour le champ magnétique dans le plan de la galaxie. Eh bien, les données actuelles, elles ne peuvent pas nous dire si ce modèle avec une spirale à grande échelle est meilleur que le modèle où on a juste un gros blob autour du Soleil. Le Soleil est l'étoile ici. Donc, on a un gros problème de dégénérescence entre les modèles. Et en plus de ça, il y a pas mal de petits groupes actuellement, dont moi, qui disent oui, mais attention, il y a aussi des choses assez particulières qui se passent dans le voisinage du Soleil et qui peuvent être très importants parce qu'ils laissent leur empreinte, c'est une empreinte non négligeable dans les observables. Et par exemple, il y a toute l'histoire sur la bulle locale. Donc le système solaire se trouve en fait dans la bulle locale, qui est un endroit avec une densité très faible par rapport à la moyenne dans notre galaxie. Et cette bulle locale, ici je vous montre un petit peu la forme de cette bulle locale tirée par des données. Okay. Donc il y a un tas de trucs qui peuvent sembler être des détails, mais qui au final peuvent nous conduire en erreur si on veut contraindre le champ magnétique de la galaxie. Okay. Alors, voilà. Je crois que j'ai tout dit. Donc, voilà. Le truc, c'est que maintenant, si on veut progresser, donc aller au-delà de cet état de l'art, je voudrais l'état de l'art. Si on veut aller au-delà, eh bien en fait, il nous faudrait des contraintes locales. Donc, partout dans la galaxie, ou autant se faire que peu, avoir des contraintes sur le champ magnétique de la galaxie. Donc, avoir une carte 3D, ce serait sympa. Mais oui, comment on peut faire? Ça, c'est la question. Eh bien, il se fait que les grains de poussière dont je vous parlais tout à l'heure, et qui sont des grains de poussière du milieu interstellaire, eh bien, ils émettent dans le régime des submillimeters aux fréquences du CMB. Mais aussi, ces grains de poussière, ils vont induire une polarisation à la lumière visible. Donc, si on a une étoile, la lumière, même si elle est non polarisée à l'origine, si elle traverse un nuage de poussière, elle va acquérir une polarisation par absorption dichroïque. Okay, le nuage de poussière va agir comme un filtre polarisant. Ah, mais c'est cool. Pourquoi? Eh bien, parce que si on mesure la polarisation de la lumière des étoiles, et qu'on a plein d'étoiles sur la même ligne de visée, si on connaît la distance des étoiles, eh bien on peut alors étudier le signal, la polarisation en fonction de distance, faire du reverse engineering et obtenir vraiment la façon dont redécouvrir les propriétés des nuages magnétisés et poussiéreux le long des lignes de visée. Donc ça, c'est l'idée. C'est une idée qui existait déjà en 1958. Mais qui est illustré ici, exactement illustré ici. Okay, et alors, la chose assez sympa dans ce secteur, c'est que depuis quelques années, il y a le satellite Gaia de l'ESA qui voyageait en orbite et qui a mesuré la distance de 1 milliard d'étoiles ou 2 milliards d'étoiles, vraiment beaucoup. Et donc, on a des mesures de distance très bonnes, de distance des étoiles. Donc, en gros, il nous manque juste la mesure de polarisation des étoiles. Bon, on va supposer qu'on les a pour le moment. Et
et voir ce qu'on peut faire. Donc, si on mesure pour juste un faisceau d'observation, ici, on a ascension droite et déclinaison. Chaque petit point, c'est une étoile. On suppose qu'on mesure la polarisation des étoiles. On a un petit segment qui nous montre le pseudo-vecteur de polarisation. Et une autre représentation de ces observations, c'est dans l'espace de Stokes, donc avec Q et U. Et ici, les points, avec les barres d'erreur réalistiques, voilà. Et la distance de chaque étoile est indiquée par la couleur ici. Donc, la question qu'on va se poser maintenant, c'est très bien. Supposons qu'on a ces observations, et on ne sait pas combien de nuages de poussière il y a entre nous et les étoiles. Ça peut varier. Quelle est la distance des nuages? Quelles sont la polarisation des nuages, donc, quel est leur champ magnétique et la densité? Et qu'est-ce qu'on fait du caractère turbulent du milieu interstellaire? Bonne question. Je ne serais pas en train de vous en parler si je n'avais pas résolu le problème avec certains collaborateurs. Ici, on montre, donc c'est du simulé. Encore, donc c'est une représentation différente de ce que je vous montrais juste avant. Ici, on a Q et U en fonction de la distance, c'est la couleur. Ici, je mets Q et U sur le même axe et en fonction de la distance, juste pour vous montrer avec des barres d'erreur réalistiques au niveau des mesures de distance et les mesures de polarisation pour une certaine expérience. Et je vais dire, je mets un nuage ici avec une certaine polarisation, ou bien deux nuages, et on voit qu'il y a toute une diversité dans la phénoménologie qui apparaît, et je dois me dépêcher, il paraît. Donc voilà. Donc j'ai mis tout ça dans un super likelihood, dans une super méthode qui s'appelle BISP, pour Bayesian Inference of Starlight Polarization, et blabla, et on a montré que ça marchait. C'est plutôt cool. Et vu que ça marchait, on a été mesurer la polarisation des étoiles pour une surface du ciel d'environ 4 degrés carrés, qu'on peut retracer là, dans notre galaxie, pour ceux qui parlent en coordonnées galactiques. Et donc, 1450 étoiles qui probent une distance jusqu'à 3 kPa du Soleil, donc c'est assez grand. Et on a appliqué la méthode à cet échantillon d'étoiles. Et c'est ainsi qu'on a obtenu vraiment la première carte tridimensionnelle du champ magnétique galactique dans les données poussiéreuses. Donc ici, on a juste un cône en 3 dimensions. Et là, je l'ai projeté dans un plan horizontal et un plan vertical, juste un des paramètres qui me renseigne. Et on voit, il y a beaucoup de densité ici. En fait, c'est un premier nuage. Un deuxième nuage à environ 0,8 dans ces trucs sans unité, c'est 400 parsec. Et puis, vous voyez peut-être pas très bien, mais il y a d'autres fluctuations plus loin. Et ce sont des nuages, d'autres nuages qu'on voit beaucoup plus loin dans notre galaxie. Et ici, c'est une autre représentation de ce même résultat, où on voit vraiment le champ magnétique dans les différents nuages. Donc là, on a un nuage tout près de nous, puis on a un truc qui est dominant. On va skipper la vidéo, qui est dominant à 400 parsec, et puis plus loin dans l'espace, on a encore des nuages. On a mis aussi tout ça dans une infrastructure de jeux vidéo pour arriver à visualiser ce qu'on obtient. Donc ici, ceci, vous pouvez aller vous-même en suivant le lien. Cette plateforme, du coup, elle nous permet vraiment de visualiser nos données, de voyager dans les nuages magnétisés et de voir, d'aller les explorer. Alors, quel est le futur? Parce que là, on a fait 4 degrés carrés, c'est 15 fois la pleine lune. C'est très faible. Et actuellement, on ne peut pas faire plus parce que, tout simplement, les échantillons de stellaires, de polarisation sont trop faibles. Ça, c'est un peu l'état de l'art. Donc, on a une carte galactique où chaque point, c'est une étoile pour laquelle on a une mesure de polarisation. Le segment montre la polarisation. Et vous voyez que c'est vraiment une catastrophe. On n'a presque pas de données, sauf dans le plan galactique. Mais, bonne nouvelle, c'est vraiment sur le point de changer. Il y a des expériences comme Pacify, qui va être sur le ciel dans quelques mois, ou bien d'autres, Southpole, etc., qui vraiment promettent un increase, une augmentation du nombre d'étoiles pour lesquelles on va avoir des données par un facteur 2,
pas facteur 2, un ordre de grandeur, 2 ordres de grandeur jusqu'à 3 ordres de grandeur. Donc on va vraiment avoir les données nécessaires pour arriver à faire cette tomographie à grande échelle du champ galactique, du champ magnétique de notre galaxie. Pardon. Et bien voilà, juste pour résumer un petit peu tout ça, c'est que les données qui arrivent d'ici quelques années eh bien, vont vraiment nous permettre d'avoir une reconstruction 3D jusqu'à une distance de au moins 2 kg/sec, en fait facilement 3 kg/sec, comme on peut le voir là. Ici, on a la densité d'étoiles avec des mesures de distance vraiment précises par le satellite Gaïa. Et c'est vraiment là, leur distribution en distance. Tout ça juste pour montrer en fait que cette idée de tomographie, avec les algorithmes qui existent déjà, dont celui que j'ai développé, et avec la précision auquel on peut s'atteindre, on va vraiment arriver à faire cette cartographie pour une bulle autour de nous, jusqu'à 2 kg/sec au minimum de distance. Et bien sûr, cela va nous permettre bien de faire dans le futur du coup des progrès dans le backtracking des rayons cosmiques de haute énergie, mais aussi dans la modélisation des avant-plans galactiques. Et je crois qu'avec ça, je m'arrête. Voilà. Merci. Voilà. Il reste un tout petit peu de temps si quelqu'un a une toute petite question. Je ne sais pas si quelqu'un a une question très courte. Ouais. Tu n'as pas donné l'amplitude du champ magnétique galactique. Oui, c'est vrai. Du coup, le champ moyen, supposé par les modèles qui sont sans doute biaisés, autour du champ du Soleil, c'est un rayon galactique autour du Soleil, c'est entre quelques microgauss, entre 3 et 5 microgauss. Maintenant, à chaque fois qu'il y a des compressions ou des explosions de supernova, il y a des zones de compression où le champ magnétique peut être amplifié et ça peut atteindre une centaine de microgauss. Ouais. Ouais. Voilà. Désolé, le timing est un petit peu serré. Il me reste simplement à vous remercier pour votre assiduité au séminaire Sandwich. C'était probablement la dernière fois que je présentais un séminaire Sandwich, donc je vous remercie personnellement. Et je vous souhaite à tous et toutes une bonne après-midi. Et à bientôt, j'espère, pour d'autres séminaires Sandwich. Pour moi, ce sera de l'autre côté de la table.